Depuis le 23 mars, les prix des hydrocarbures ont connu une hausse au Burkina Faso. Désormais, il faut ajouter 10 francs sur le litre d'essence, du gasoil, du pétrole et 500 francs sur la bouteille de gaz de 12 kg. Cela n'est pas naturellement du goût de certains consommateurs qui dénoncent une volonté du gouvernement d'augmenter le coût de la vie dans le pays. Dans un contexte difficile donc dû à la crise sanitaire et sécuritaire, mais les autorités invoquent l'envolée des cours sur le marché mondial. L'augmentation des prix des hydrocarbures est-elle justifiée? Faut-il craindre une augmentation du coût de la vie? Ce sont là les questions de controverse ce soir. Et pour en parler, nous sommes avec M. Désiré Ouedraogo. Vous êtes au comité interministériel de détermination des prix des hydrocarbures à la primature. Avec nous, M. Rasmane Kietiga de la coalition nationale de lutte contre la vie chère. Avec nous aussi, M. Hilaire Kabouré, directeur général de la SONABI. Et avec nous, M. Pascal Zaïda, vous êtes chargé des plaintes à la Ligue des consommateurs du Burkina Faso. Bonsoir donc à tous. Bonsoir. Et bonsoir à tous les téléspectateurs. Donc, je signale que cette émission est interactive en deuxième partie. À l'heure de l'émission, vous pourrez donc intervenir au 25 31 83 53 pour poser des questions ou bien commenter. Monsieur Ouedraogo, je commence par vous. Pourquoi cette augmentation des prix constatée à partir du 23 mars, comme je l'ai dit en introduction? D'accord. Merci beaucoup. Merci pour le plateau, l'opportunité que nous offrez en tout cas de présenter la situation. Il faut dire qu'il y a 4 raisons essentielles qui ont en tout cas impulsé cette augmentation. Lesquelles? Il y a, comme vous avez dit même en introduction, la hausse des coûts sur le marché international. Voilà, à titre d'exemple, on prend le baril de Brent. Il est passé sur les 6 derniers mois. Nous avions 40,23 en octobre et en mars, nous avons 66,06, soit une hausse de 60 dollars. Dollars, oui, en dollars. Soit une hausse de 61,79%. Voilà. Donc, quand vous constatez ces chiffres, déjà, il faut déjà commencer à anticiper sur ce qui va venir. Voilà. Il y a aussi l'application du mécanisme qui a été adopté en 2018 et selon lequel les réajustements doivent être faits de façon régulière, chaque 3 mois notamment. Voilà. Et en mode de calcul, en fait, il faut juste prendre la moyenne des écarts et l'ajouter au prix en vigueur pour avoir le nouveau prix. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous avez donné? Ensuite, oui, c'est la 3e raison maintenant. Voilà, il faut dire que le niveau des subventions aussi a commencé à être assez alarmant. Parce que quand on observe l'évolution, c'est en conformité en tout cas avec l'évolution du baril de Brent. Vous voyez qu'en janvier, nous avions autour d'1,6 milliard de subventions. En février, nous sommes passés à 2,3 milliards. En mars, malgré le léger réajustement en fin mars, nous étions à 2,8 milliards. Et pour ce mois d'avril, si les prix restent en l'État va avoir encore un niveau de subvention de l'ordre de 4,5 milliards selon les projections. Donc, si l'on y prend garde avec cette évolution-là, on risque de se retrouver avec des niveaux de subvention difficiles à supporter par l'État et compromettre même l'approvisionnement régulier du pays en hydrocarbures. Donc, comme 4e raison, en fait, c'est que le choix technique que nous avons fait, c'est de faire de légers réajustements de façon régulière, plutôt que de laisser les écarts s'accumuler et après vouloir faire un gros réajustement à la fois. Parce que ça, on trouve que c'est un peu plus éprouvant pour la population. En d'autres termes, en fait, il ne faut pas se laisser distancer. Il ne faut pas laisser nos prix être distancés par la réalité du marché international
Et après, maintenant, vouloir Ça dit qu'il faut réagir régulièrement pour adoucir, en tout cas, atténuer les impacts. Exactement. D'une hausse qui pourrait être brusque, tout à fait, peut-être énorme pour les populations. Voilà. Alors, donc ce sont ces quatre raisons-là essentielles. Rasmane Kedga, vous ne comprenez pas parce que le contexte est difficile, on l'entend. Et puis, c'est pendant ce temps qu'il y a une augmentation. Tout à fait qu'on ne comprend pas. Mais au niveau de la CCBC, nous sommes restés logiques dans notre position. Vous savez, nous avons toujours dit que la question des hydrocarbures, là, il faut le gérer de façon structurelle et non pas de façon conjoncturelle. Nous avons dit que le vrai problème, c'est la structure des prix. Et qu'il fallait effectivement relier la structure des prix. Et ça, ce combat-là, nous menons ce combat depuis 2006. Ça, c'était dans le cadre de l'unité d'action syndicale. On a fait des propositions au gouvernement. On a dit de revoir la structure des prix parce que c'est là-bas tout le problème. Vous savez, tout n'est pas en réalité. Voilà. C'est-à-dire que quand on prend le prix du litre, par exemple, du Super 91, les différents éléments qui sont dedans, c'est là-bas qu'il faut jouer. Il y a des éléments qui ne dépendent pas de nous. Ça, c'est des éléments externes. Mais quand même, hausse des prix, par exemple, au niveau international, ça ne dépend pas de nous. Mais dès lors que le produit, on l'obtient avec le prix CAF, dépôt côtier, là-bas, il y a peut-être 3 éléments qu'on peut dire que, bon, ça, c'est le pays côtier qui gère. Mais dès lors, les parties qui sont gérées par notre pays, là, on doit pouvoir regarder ensemble. Nous avons posé ça depuis des années. Ce que vous avez dit là, c'est bien, mais le problème, c'est que depuis pratiquement 2018, il y a des marges qui sont fixes. Quand on fait les réajustements, là, les marges là sont fixes et on ajoute seulement sur le consommateur final. C'est lui qui paye la hausse, mais les autres acteurs, là, eux, ils ne perdent rien. C'est ça le débat. Donc, nous disons que effectivement toutes les explications techniques que vous donnez là ne peuvent pas tenir parce que justement, vous refusez effectivement de regarder les réalités en face et d'associer les impôts de travail. Parce que voilà, il faut faire un réajustement global. Mais si vous ne faites pas global, même quand on parle de la subvention de l'État, je veux bien comprendre quand on prend 2,8 milliards, ça représente combien par litre? C'est-à-dire que quand vous prenez vos 2,8 milliards dans le mois de mars, là, c'est combien que l'État subventionne sur 1 litre de Super 91? Et je vous réponds, M. Ouedraogo. Oui, j'ai la structure de prix sous les yeux. D'accord. Voilà, donc je peux déjà donner une réponse à ça. Allez-y. Voilà. Donc, sur chaque litre de Super, l'État paye 18,03 francs de subvention. Ça me permet de continuer. Et sur chaque litre de gasoil, l'État paye 46,83 francs. C'est intéressant, ça. C'est intéressant. Vous savez qu'en réalité, c'est pourquoi j'ai dit qu'à un moment donné, il faut qu'on dise la vérité aux Burkinabés. Disons la vérité aux Burkinabés pour qu'on puisse effectivement se comprendre. Si on veut être logique, il y a des gens même qui vont être poussés. Ça, c'est par exemple, quand on dit l'État subventionne à 18 francs, la réalité, c'est que les taxes et impôts que l'État prend sur 1 litre d'essence, là, ça remonte à 238 francs. Les taxes, vous prenez la douane, droits et taxes de douane, ça fait 33,26 francs. Taxes, produits, ce que nous on appelle la TPP, ça fait 125 francs. Quand vous prenez la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, ça fait 80,54 francs. Quand vous les additionnez, vous êtes à 238,8 francs. Vous faites moins 18 francs. Si vous faites moins 18,03 francs, vous êtes à 220,77 francs. C'est nous, on paye ça. La subvention de l'État, c'est où maintenant? Je donne la parole à M. Hilaire Kaboré. Merci. Sur la structure qu'il vient de développer, M. Kedga, quelque part, il dit qu'en réalité, on ne peut pas parler de subvention puisque les taxes que le consommateur paye déjà, c'est comme s'il payait aussi les 18 francs que l'État, de la compensation de l'État. Merci de nous associer à cet exercice-là pour permettre aux consommateurs de mieux comprendre l'ajustement qui a eu lieu il y a quelque temps. Et bonsoir aux téléspectateurs. Oui, je pense que,
comme lui-même l'a rappelé, c'est un débat, j'allais dire, assez ancien, qui pose la question de est-ce que les produits pétroliers doivent être taxés ou pas. Voilà, ce sont des choix économiques assez poussés. À ma connaissance, il y a très peu de pays où il n'y a pas de perception de taxes sur les produits pétroliers. Maintenant, quel est le niveau de taxes qui est convenable au Burkina? Je pense que la SONABI n'a pas véritablement la réponse à cette question dans la mesure où nous sommes acteurs, et acteurs principalement concernés par le coût à l'importation. Et croyez-moi, nous faisons du mieux que nous pouvons pour que ce coût n'explose pas. Et du reste, le Burkina, à l'instar de la quasi-totalité des pays qui nous entourent, applique la parité importation. C'est un mécanisme qui fait que d'éventuelles contre-performances, la SONABI n'impacte pas le consommateur, parce que c'est une protection du consommateur dans ce sens. Et c'est un mécanisme qui est appliqué aussi bien en situation de monopole comme nous sommes, qu'en situation de libéralisation, comme c'est le cas dans d'autres pays, qui détermine une base rationnelle de fixation du prix. Nous sommes principalement concernés par cette ligne de la structure des prix. Les autres postes de la structure des prix sont des postes de charge, le transport, ce qu'il faut payer pour le passage dans les pays de transit, et ainsi de suite. Alors, à ma connaissance, tous les acteurs sont à la demande d'augmentation depuis un certain temps. Je pense même qu'il y a des segments d'activité qui ont connu des ajustements. Sauf qu'il dit, M. Kiedga, qu'il comprend que vous payez par exemple des taxes au port, sur le transit, mais à l'intérieur, sur la structure qu'il vient de donner, c'est que les 18 francs donnés par M. Désiré Ouédraogo tout à l'heure, il estime que c'est le consommateur qui le paie déjà à travers les différentes taxes qui sont prélevées. Je pense que la logique de subvention pour les produits à la pompe ne signifie pas que l'État paye tout à la place du consommateur. Il faut prendre cet argent quelque part pour le payer. Et je pense que les 18 francs représentent l'adoucissement que l'État fait sur le prix tel qu'il aurait pu être. Cependant, sur le gaz, l'effort est différent. Parce que si on regarde la structure de prix à ce niveau, quand on regarde la structure de prix à ce niveau, il y a effectivement un effort de l'État au-delà de ce qui est perçu comme droits et taxes. Donc ce sont des arbitrages, comme je disais tantôt, qui respectent aussi des choix économiques et qui doivent aussi faire en sorte que l'État vive, parce que on ne vivra pas seulement que de produits pétroliers. Je vous renvoie la même question justement sur la structuration du prix, parce que c'est vous qui avez donné les montants de l'intervention de l'État, 18 francs. Monsieur Kiedga vous dit en retour ce que le consommateur paie. C'est comme si finalement l'État ne paie rien du tout. Okay. Oui, je vais d'abord même revenir sur ce qu'il a dit dès le départ. Il a posé un problème de relecture de la structure des prix elle-même. Voilà. Je pense que nous avons mené cet exercice-là ensemble. Bon, je ne sais pas si lui c'est CCVC, mais je pense qu'avec la... Oui, il va avoir la parole. Voilà, je pense qu'on a travaillé avec, en tout cas, la Ligue des consommateurs. On a travaillé aussi avec les organisations syndicales. Voilà. Et puis, en tout cas, l'ensemble des acteurs. En 2013, on a fait l'exercice. Et l'année passée encore, on a fait un toilettage de cette structure de prix-là encore pour voir les différents postes de charge, qu'est-ce que ça renferme, est-ce qu'il y a une marge de manœuvre possible. C'est vrai que tout ce qui concerne... Vous êtes arrivé à quoi? Quelle a été la... Justement, tout ce qui concerne les charges
imposé au Burkina, ça, c'est comme il l'a dit, bon, c'est vraiment indépendant de notre volonté. Voilà. Nous subissons ces charges-là. Mais pour toutes les autres charges, comme le DG l'a dit tout à l'heure, l'ensemble des acteurs tendent plutôt à demander à ce que ce soit réévalué, revu à la hausse, parce que ce sont des montants qui sont arrêtés depuis plus de 15 ans. Ce n'est pas l'argument. En tout cas, jusque-là, nous arrivons à contenir ces demandes-là. Mais à un moment donné, en tout cas, je pense qu'il va falloir réagir. Voilà. Pascal Zaïda. Oui, merci. Je crois que je vais rejoindre mon voisin de la CCDC. Parce que d'abord, il faut repartir à la date du 9 novembre 2018. Parce qu'il y a eu une première augmentation d'un coup à 75 francs. Les raisons avancées avaient été que le prix du baril avait quitté 46,45 $ à 82 $ en octobre 2018. Voilà pourquoi ils avaient augmenté le carburant à 75 francs de litre. Et aujourd'hui, on nous fait savoir également que le prix du baril quitte de 40,23 à 66,06 $. Alors, dans cette fourchette de 2018, dont on a quitté de 46 à 82, et à quel moment on est revenu à 40 $ le baril, et qu'est-ce que le consommateur a senti? Le consommateur n'a rien senti. Si les 75 francs qu'on avait augmentés en 2018, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu baisse de 75 francs. Il n'y a rien eu, puisqu'il n'y a plus eu une baisse de 115 francs. Seulement en temps, ils ont diminué de 20 francs, de 10 francs, et du coup, ça... Donc il n'y a pas eu une explication. Et là-dessus, je crois que le CIDPA pourrait éventuellement nous dire pourquoi, parce que toujours est-il que le consommateur est victime. Et deuxièmement, avec les différents ateliers que nous avons participé, la Ligue des consommateurs a participé, avec tous les acteurs, alors les différentes taxes, il était question qu'on ne pouvait rien toucher, mais par contre, on pouvait jouer sur les TPP. Les TPP, c'est les taxes sur les produits pétroliers, dont mon voisin disait que ça faisait 125 francs par litre que le consommateur paye. Et c'est sur cette base également, la subvention ressort, non seulement pour beaucoup de choses au niveau national. Donc, nous pouvons dire que cette augmentation brusque ne répond pas en réalité à une urgence ni à un besoin lié au flambé. Parce que lorsque ça quittait de 40 à 82, vous êtes parti jusqu'à 115 francs. Mais à quel moment ça a chuté pour revenir à 46, à 40 plutôt, sans qu'on, nous, consommateurs, on ne sent rien. Et du coup, encore, c'est remonté et on est encore victime de 10 francs de plus. Donc, il y a un problème à ce niveau. Je vous réponds, M. Ouedraogo. D'accord. Bon, il faut dire que, en tout cas, avec l'application du mécanisme, c'est comme j'ai dit, les variations, on a privilégié les variations de petite amplitude. Donc, si vous remarquez, depuis 2018 et jusqu'à maintenant, je peux vous donner tout ce qu'il y a eu comme variation. Hein. Ah bon, d'accord. En novembre 2018, c'est vrai qu'il y a eu la hausse de 75 francs. En janvier 2019, il y a eu une baisse de 10 francs sur le litre de super et 15 francs sur le litre de gasoil. En octobre 2019, il y a eu une hausse de 13 francs sur le super et 9 francs sur le gasoil. En avril 2020, il y a eu une baisse de 30 francs sur le super et 10 francs sur le gasoil. En août 2020, il y a eu une hausse de 5 francs sur le super et le gasoil. En novembre 2020, il y a eu une baisse de 10 francs sur ces produits-là. Et en mars, récemment, il y a eu une hausse de 10 francs. Donc ce sont, si vous remarquez, c'est des variations de petite amplitude. Oui, il faut dire aussi que quand l'État a augmenté à 75 francs, de 75 francs les prix, il y avait toujours une bonne partie de subvention. Parce que le contexte là, ce n'était pas 80. Je pense que, bon, je n'ai pas les chiffres sur place ici, mais je pense qu'on était à plus de 80. Je pense 82. Bien. Voilà, je pense bien. Le coût est allé à... Voilà. En octobre 2018, le coût était à 82. Parce que je sais que 2018 était une année particulièrement difficile parce qu'il y avait vraiment une hausse continue des prix sur le marché interne. Et je pense qu'on a atteint même 100 et quelques.
pour le Brent. Mais en fait, bon. La question, peut-être, c'est de se demander, d'expliquer. Il y a eu les variations. Ça veut dire voilà, que, en fait, c'est pour le dire qu'il y a eu les variations. Voilà, il y a eu des variations. À la hausse ou à la baisse. Comme il est dit, on est passé de 40 à 82, et qu'il y a eu une augmentation de 75. Et qu'à un moment donné, qu'on soit revenu à 40 et qu'on ne sente pas une baisse, parce que les chiffres que vous donnez tout à l'heure, quand on fait le cumul, apparemment, on n'a pas atteint les 75. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas atteint les 75? Oui, c'est ce que j'ai dit. Ça veut dire que déjà avec les 75, il y avait une subvention toujours. Une bonne partie de subvention toujours. Donc, quand les cours ont baissé, on a baissé, mais la subvention a commencé à diminuer en ce moment. Déjà, la subvention de l'État. Et avec l'application du mécanisme, en fait, c'est comme si on revenait un peu à la situation normale. Actuellement, la subvention est faible. Vous êtes en train faible. de dire que la subvention de l'État était tellement importante. Très importante. Lorsqu'il y a eu l'augmentation en 2018, on n'a pas voulu. Non, ça c'est sur le litre d'un produit, mais je parle de la subvention globale. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé en 2018, l'État se retrouvait avec une grosse ardoise à payer. Et vous savez, on a même frôlé la rupture d'approvisionnement. Parce que justement, il y avait une très grosse ardoise à payer, un cumul d'arriérés. Et tout ça, c'est en termes de subvention. Pascal Zaïda n'est pas d'accord avec vous. Je ne suis pas du tout d'accord parce que la question de la subvention, c'est un mécanisme régulé par l'État. Donc le consommateur, naturellement, n'a rien à voir avec ça. L'État devrait prendre les dispositions nécessaires pour que cela ne soit pas ressenti sur le consommateur. La marge qui est de 125 francs sur le TPP, M. Kabouré est là, et vous étiez là, et tous les acteurs ont dit que c'est sur la marge qu'on peut jouer pour augmenter ou pour diminuer. Mais lorsque vous augmentez de 75 francs, et depuis 2018 à aujourd'hui, on n'a même pas encore rejeté jusqu'à 75 francs, c'est qu'il y a un problème. Monsieur Kabouré. C'est qu'il y a un problème. Non, je pense qu'il n'y a pas de problème et je pense qu'il faut avoir peut-être une lecture assez affinée de ces choses-là. En 2018, nous avons fait l'exercice de montrer depuis le dernier changement de prix qui était intervenu, je pense qu'on était sur une période de plus d'un an, on a voisiné 2 ans, qu'il y avait une forte subvention sur les produits pétroliers. Et nous, on suffoquait parce qu'on n'arrivait plus à importer. Il y a des exercices où la Sonavi a eu plus de 10 milliards de frais financiers parce qu'il fallait emprunter pour importer. Et donc, à un moment, l'État, malgré sa volonté de ne pas faire supporter l'augmentation, a fini par décider d'une augmentation qui a été celle de 2018, qui était assez forte, je reconnais. Et je pense que c'est la leçon qui a été tirée, qui a été de faire en sorte de ne plus attendre aussi longtemps. De revenir au même niveau de subvention. Voilà. Mais comme il le dit aujourd'hui, on est aujourd'hui à un coût de dollar et à un coût de baril qui fait qu'il y a une subvention de 18 francs sur le litre de super. Alors, si on retient la valeur du baril d'aujourd'hui, 60, dans quelques mois, on dit le baril est à 50 et que le prix n'a pas changé. Bon, on commence à se demander pourquoi ça n'a pas changé. Mais ça n'a pas changé parce qu'on n'a fait que couper la subvention qui était là. C'est-à-dire que la subvention, elle va peut-être passer de 18 à 10 ou de 18 à 8 et puis ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut, c'est de suivre structure par structure et de voir quel est l'effort de l'État ou l'absence d'effort de l'État. Maintenant, la question particulière de la taxe sur les produits pétroliers, bon, je pense que ce n'est pas véritablement à son avis de répondre, mais nous sommes aussi tous des citoyens de ce pays et nous savons un peu à quoi sert cette taxe et qui rentre aussi qui revient, j'allais dire, in fine aux consommateurs, puisque cette taxe va au trésor public. Donc, c'est la cagnotte commune, c'est la stratégie de redistribution des revenus et tout ce que vous voulez. Donc, comme je dis, c'est les fondamentaux de l'économie qui se jouent à ce niveau. Et je pense que la question de la taxe sur les produits pétroliers peut être discutée
de façon peut-être un peu plus approfondie avec qui de droit, parce que bon, nous, Sonabi, c'est une taxe que nous déclarons, mais que nous ne percevons pas. Voilà, nous indiquons à l'administration des douanes, sur la base des volumes qui ont été effectivement mis en vente, quel est le montant à payer par chacune des sociétés de distribution, et l'administration se charge de la collecte de ces revenus-là. Alors, Rasmane Kelga, quelque part, c'est comme si il vaut mieux peut-être augmenter et continuer à approvisionner que d'avoir une rupture totale qui serait dommageable aussi aux consommateurs. C'est plutôt l'analyse qui est dommage. C'est plutôt l'analyse qui est dommage parce que de mon point de vue, je viens de vous faire une démonstration pour dire que le consommateur, là, il paye le carburant à la pompe. Et sur chaque litre de carburant, disons Super 91, qu'un Burkinabé met à la pompe, il donne à l'État, en termes de taxes, je dis bien 238,8 francs. Mais comme l'État a fait une subvention de 18 francs, ça revient effectivement à 220,77 francs. Je veux bien le même exercice que vous avez fait pour nous démontrer la subvention de l'État au mois de mars. Là. Je veux bien que vous nous dites combien les Burkinabés donnent à l'État, a donné à l'État en termes de taxes et impôts au mois de mars. Combien vous avez reçu après avoir vendu le carburant au mois de mars là? Combien vous avez reversé dans les caisses de l'État en termes de taxes et impôts? C'est important parce que justement, parce que quand on démontre comme ça, on fait peur aux Burkinabés, on crée la psychose pour dire ah c'est mieux qu'ils augmentent sinon on ne pourra pas payer. Ce n'est pas vrai parce que quand vous faites venir le carburant, vous le vendez et quand vous vendez, vous avez des bénéfices. Si en ce moment il faut bien fermer la Sonabi et puis libéraliser. Si la Sonabi n'est pas en mesure de faire des recettes, faire des bénéfices, c'est que ça ne sert plus aux Burkinabés. Justement, c'est parce que les taxes dont on parle, la TPP dont on parle là, ça a été une double taxation. Nous seulement les gens payent la TPP. Et quand les gens se sont battus pour dire qu'ils ne veulent pas payer la taxe sur ce qu'on avait appelé la TDC là, l'argument utilisé c'était de dire, nous on paye déjà la taxe sur les produits pétroliers qui en principe devrait revenir aux communes. Pourquoi vous voulez encore que nous on paye la TDC? À l'époque, les gens avaient concédé pour supprimer. Mais la réalité, c'est que sur la taxe TVM, là, la taxe sur les véhicules à moteur qui est revenue, là, c'est la TDC qui est revenue. Les gens payent ça déjà. Et maintenant, on vient sur le pétrole, on met une autre taxe sur les produits pétroliers. On peut discuter. D'ailleurs, même, lorsqu'on s'est retrouvé ici en 2018, sur les papiers, cette taxe-là, c'était 10, comment on appelle ça, 50 francs pour le Super 91, 10 francs pour le gasoil. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Quand ils se sont rendus compte qu'on fonctionnait dans le vide, on a juste trouvé un arrêté ou bien un décret pour intérimer ce qui se faisait dans l'illégalité. Et on est à 125 francs. C'est-à-dire que si chaque litre qu'un Burkinabé paye, sur cette taxe seulement là, ça fait 125 francs. C'est plus que votre subvention de 18 francs. Autrement dit, mon dernier élément sur la question, je veux que vous me donnez justement ici, quel est le sens de la subvention de l'État? Quelle est la portée politique de la subvention de l'État? Pourquoi l'État décide de subventionner les produits pétroliers? De mon point de vue, j'estime que l'État a estimé que le produit pétrolier, là, comme vous parlez de son importance, le fait qu'il ne doit pas avoir rupture, l'État a estimé que pour que son économie, le même économie dont vous parlez, puisse rouler, il faut du carburant. Parce qu'on a des entreprises qui doivent fonctionner, et ces entreprises-là, quand ils fonctionnent bien, là, il y a des recettes au niveau de l'État. Quand le consommateur met le carburant à la pompe, pourquoi c'est un produit que les gens sont obligés de payer? Parce que quand vous vous levez le matin, si vous n'avez pas de carburant, vous ne pouvez pas aller au service. Mais quand vous partez au service, là, vous travaillez pourquoi? C'est pour le fonctionnement du pays, non? Donc il ne faut pas le persécuter à tel point qu'il ne soit pas à mesure d'aller rendre le service public dont il doit rendre. C'est important qu'on vous le dise pour qu'on comprenne que l'État, dans un pays, voilà, l'État a un rôle social. Et c'est ce rôle social-là qui s'exprime ici. D'accord. Monsieur Kaboré, qui veut vous répondre? Je voulais juste clarifier par rapport à cette question de montant sur la TPP, parce que je pense qu'on ne va pas baser l'explication aux consommateurs sur les erreurs matérielles du passé. Il s'est passé que une année, l'État a expérimenté la formule de baisser la TPP pour équilibrer
la structure de prix. Ça a été fait pendant une année et les leçons ont été tirées en termes d'impact sur la gestion financière de l'État et tout. Et donc, finalement, la décision a été prise de revenir au taux tels qu'ils étaient fixés précédemment. Alors, il y a eu effectivement ce débat-là sur le fait que le retour aux taux initiaux n'a pas été correctement répercuté dans les documents comme il se devait. Bon, mais je pense que tous, ce n'est pas un élément de base de la discussion, c'est le principe de est-ce que on applique ce taux ou l'autre qui est, de mon point de vue, important. Donc, il ne faudrait peut-être pas qu'on laisse à penser que bon, il y a eu autre chose que cela. Maintenant, en ce qui concerne la libéralisation, je disais en introduction que le principe de calcul... Ce qu'il dit, pour vous permettre de répondre, c'est qu'il dit que vous, Sonabi, lorsque vous importez le carburant, vous vendez et forcément vous faites du bénéfice. Je vais justement expliquer ça. J'explique ça en disant que, justement en introduction, j'avais expliqué que le Burkina, à l'instar de tous les pays qui nous entourent, applique la parité importation. Et ça veut dire que le prix n'est pas basé sur la facture de l'importateur. Parce que cette formule, elle s'applique en situation de monopole comme dans le cas de la Sonabi, mais elle s'applique aussi en situation de libéralisation parce qu'il faut que l'État protège le consommateur et que l'État puisse dire voilà le coût d'importation que je trouve raisonnable au regard des conditions du marché en ce moment. Donc, le fait d'être en monopole ou en libéralisation n'impacte pas cet élément-là. Maintenant, dans la structure des prix, il y a un poste qui revient à la Sonabi en tant qu'acteur du système d'importation. Et ce poste-là, il est de 27 francs au litre. Et il représente les frais et marges de la Sonabi. Alors, si la Sonabi opère bien, c'est à son profit. Si la Sonabi opère mal, ben, c'est à sa défaveur. Et si vous n'avez jamais entendu parler qu'on a augmenté les prix parce que la Sonabi a fait un mauvais achat, jamais. Parce que justement, ces effets-là sont gérés à l'intérieur du poste frais et marges qui est concédé à la Sonabi. Et tous les acteurs de la structure des prix ont effectivement des postes frais et marges. Nous n'avons pas... D'où viennent les risques de rupture alors Mais les risques de rupture, c'est que si le prix d'importation donne un prix à la pompe qui n'est pas supportable pour le consommateur, que l'État inscrive une ligne pour amortir le prix. Mais cet argent n'est pas payé au moment où nous vendons le litre. Et il faut collecter l'argent pour commander de nouveau les produits. Et c'est en ce moment que se crée la difficulté de trésorerie que nous avons eue. Nous avons à l'époque expliqué que nous n'avions pas un problème de rentabilité ou un problème financier. Nous avions un problème de trésorerie parce qu'une partie des produits de la vente n'était pas rentrée dans nos caisses. En d'autres termes, le prix du baril était devenu tellement cher que vous n'aviez pas de liquidité pour pouvoir vous approvisionner. Non, le prix du baril était devenu cher et l'État n'avait pas répercuté ce prix à la pompe en mettant une ligne pour atténuer l'effet. Mais pour ce mois de mars, sur la vente de la Sonabi, il manque 18 francs. Et ces 18 francs ne sont pas payés aujourd'hui. Mais en avril, il y aura des produits à la pompe. En mai, il y aura du produit à la pompe. Comment on préfinance ça? On préfinance ça en allant emprunter. Et même si nous étions dans une situation de libéralisation, je sais qu'ils ont tous entendu, il y a des pays où aussi il y a eu toutes les tensions possibles parce que l'État n'avait pas pu faire face aux efforts d'amortissement du prix qu'il avait institués. Maintenant, là, je ne pense pas que la question se pose véritablement en termes de qui est l'importateur. La question se pose simplement de dire, est-ce que le prix CAF, il est raisonnable? Oui. S'il est raisonnable, est-ce que les 27 francs de Sonabi sont raisonnables? Oui ou non? On vend le litre aujourd'hui à 600 francs.
si vous avez 27 francs de frais et marge, même si vous avez la moitié comme marge, si vous rapportez cela à votre activité, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de commerçants du privé qui se gardent que ça comme marge. Donc, nous partageons, nous sommes nous aussi acteurs des efforts nécessaires pour que le prix reste atténué. Et je ne cache pas que nous bénéficions de l'effet de masse parce que nous importons pour l'ensemble des besoins du pays. Ça fait de la Sonabi un acteur important sur le marché et ça nous permet effectivement aussi d'obtenir des conditions commerciales qui permettent de maintenir les dispositifs. Voilà. Donc, sans trop défendre ce que nous faisons, j'allais dire que la question du prix s'analyse simplement à travers les différentes rubriques qui sont là. Si l'analyse est de dire qu'un acteur privé aurait perçu moins de 27 francs, bon, c'est peut-être ce que je peux accepter aujourd'hui comme juste un exemple explication. Il prend juste un parce que exemple, si ce n'est ça, sur le prix à l'import, parce que nous sommes entourés de toutes les formules. Aujourd'hui, on ne va pas trop traîner sur la libéralisation parce que je crois que c'est juste un exemple qu'il prend, mais ici c'est beaucoup plus la structure du prix qu'il dénonce et c'est l'explication. Oui, la structure, je voulais revenir un peu sur les taxes parce que sur les taxes, il y a peut-être la TPP qui peut effectivement porter à discussion comme on l'entend, mais les deux autres taxes sont des perceptions réglementées dans notre espace. Ouais. Oui, ça sur la question, même la TVA, là, c'est une marge qu'on donne. Au Burkina, on applique subitement 18%. Il y a des pays qui évoluent entre 11 et 18%. Tu n'es pas obligé d'appliquer systématiquement le plus haut niveau de la marge. Ça, c'est des questions qu'on peut discuter. Mais moi, ce que j'ai dit comme problème, j'ai dit que sur chaque, que ce soit vous ou un privé, sur chaque litre d'essence qu'on vend à la pompe, là, l'État a 220,17 francs sur mois de mars. C'est de ça qu'il est question. Moi, j'ai dit, faites le point, les 220,17 francs là. Vous avez fait le point de la subvention de l'État, mais vous ne faites pas le point de ce que l'État gagne en vendant le produit pétrolier là. Parce qu'en réalité, c'est une activité économique de l'État. Il ne faut pas faire la psychose pour dire, si on n'augmente pas à la pompe, on ne pourra plus importer. Parce que l'État fait des économies. Monsieur, si demain la Sonabi ne peut pas importer, l'État doit trouver l'argent pour donner à la Sonabi, il va aller importer. Parce que quand la Sonabi importe et vend, lui, il prend, sur le litre, là, lui, il prend 220 francs. Vous avez dit que vous avez 27 francs. Mais pendant que vous prenez 27 francs à la Sonabi, l'État prend 220,77 francs. Qui a intérêt à ce que ça fonctionne? C'est bien l'État. Donc le gouvernement a intérêt à ce que le produit pétrolier, là, on le vende. Il y a beaucoup d'activités où l'État est dedans, mais l'État ne gagne pas 220 francs sur chaque litre. Ils vont répondre. Monsieur Ouedraogo. Oui, parce qu'en fait, et comme on a dit déjà, quand vous prenez, vous dites que c'est... Parce qu'il dit que c'est une activité économique et forcément ça rapporte quelque chose. Vous avez pris l'exemple du super, où vous dites que non, c'est peut-être la TPP. C'est là-bas que vous avez augmenté 10 francs. Oui, mais même sur le gasoil, on a augmenté 10 francs. Voilà. Mais quand on prend la TPP au niveau du gasoil, c'est 50 francs. La subvention de l'État, c'est 46 et quelques. Donc, il n'y a pas... Et en fait, quand on prend même la fiscalité qui est perçue au niveau du gasoil, c'est combien de francs? Voilà. En fait, tout ça, ce sont des éléments de calcul. Ça veut dire la TPP, c'est juste une explication. La TPP, en réalité, s'applique seulement à deux produits. Le super et puis le gasoil. Tous les autres produits sont exonérés, y compris le gaz. Voilà. Tous les autres produits sont exonérés de TPP. C'est seulement sur ces deux produits-là qu'il y a une TPP. Maintenant, ce que vous avez dit, il n'y a pas eu de vide juridique. Hein. En 2013, les cours sur le marché international étaient tels que l'État ne voulait pas que le consommateur subisse. L'État a décidé de céder une partie de sa TPP. Donc on est revenu à 50 francs puis à 10 francs. Ça, c'était en 2013. En 2014, on a rétabli les anciens taux. Tout ça, ce sont des décrets. Tout ça, ce sont des décrets qui ont été pris en Conseil des ministres. Et je pense qu'on a fait ce débat ensemble. Vous avez tous les deux documents. Aussi bien le document qui amène les taux à 50 francs et 10 francs
que le document qui rétablit les taux en 2014. Non, on l'a pas. Pourtant, on vous l'a envoyé. On vous l'a envoyé, ce décret-là. Le document est Il n'y a pas de vide juridique du tout. Donc, peut-être qu'à la fin, il faudra donner une copie à Maintenant, monsieur quand on prend aussi la la TPP, bon, on en parle, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut la supprimer? C'est un peu ça. La supprimer aussi, c'est réduire les marges les moyens d'action, en tout cas les marges de manœuvre de l'État. Ça, c'est une certitude parce que nous savons tous à quoi ça sert. 40% reviennent au budget de l'État. Là, vous n'êtes plus technicien. Il explique. 40%, dans tous les cas, il représente aussi une structure, une entité ici. C'est l'aspect technique que moi voilà, c'est l'aspect technique que je ressors. Okay. C'est l'aspect technique. Les 40% qui sont reversés au budget de l'État, sinon les autres, bon, ce sont des budgets déjà affectés. Monsieur Ouedraogo, parce qu'on est là Parce justement que quand on prend la TPP, voilà, quand elle est perçue, ça sert à quoi exactement? Il y a 10% qui sont reversés pour le développement des collectivités. Donc, eux, ils ont 10% de la TPP. 50%, c'est pour ce qu'on appelait le fonds d'entretien routier. Donc, c'est pour les routes. Voilà. Et les 40%, c'est le budget de l'État. C'est ce que... c'est la répartition comme ça de la TPP. Maintenant, la douane et puis la TVA, ça aussi, ça va dans le budget de l'État. La douane et la TVA, ça part parce que c'est communautaire, comme on a dit. Oui. C'est vraiment, c'est dans le cadre des accords communautaires que c'est perçu. Voilà. Monsieur Zaïda. Oui, je reviens encore là-dessus. Les autres taxes, elles sont imposées par l'espace communautaire. Mais j'insiste beaucoup, il était question à l'État de revoir sur la TPP. Donc tout ce lorsque il y a 40% qui revient à l'État. C'est peut-être amener l'État 10% pour les communes, 10% pour les communes, 50% pour le FRB. Alors sur les 40%, l'État peut toujours jouer. Voilà pourquoi nous, au niveau de la Ligue des consommateurs, nous avons dit que tous ces aspects techniques évoqués par les structures en question, alors c'est vrai que le consommateur ne connaît pas le mécanisme de fixation. Donc on se base sur ça pour jouer sur la conscience. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il n'y aurait pas une répercussion sur le terrain? Parce que quand on l'avait augmenté de 75 francs, vous avez vu que les transporteurs ont augmenté le prix du transport et toute la chaîne des produits a subi une augmentation. Lorsqu'on a diminué, ils n'ont rien touché. Et cette fois-ci encore, on augmente, il faut s'attendre à une augmentation en tout cas de presque tous les produits sur la chaîne. Alors, qu'est-ce qui est fait pour cela? Bon, malheureusement que le ministère du Commerce n'est pas là, mais déjà, qu'est-ce qui a été envisagé pour ça? La Sonabi a été envoyée ici par le ministère du Commerce aussi, donc... Parce que déjà sur le terrain, on a une augmentation anarchique des prix, que ce soit même les produits que nous produisons ici. Et avec cette augmentation, quels sont les mécanismes qui sont pris pour empêcher qu'il y ait une augmentation des autres produits? Ils vont vous répondre. La question, effectivement, ce n'est pas forcément l'augmentation, même celle est redoutée, mais c'est beaucoup la conséquence de cette augmentation qui pourrait suivre, notamment, comme il est dit, l'augmentation des prix des transports. Et qui parle de prix des transports parle aussi des denrées. Monsieur Kaboré. Je ne sais pas si je peux véritablement répondre à tout ce qui concerne le ministère du Commerce. C'est vrai que j'ai la Sonavi, c'est la tutelle de la Sonavi, mais alors ce que je peux quand même dire, c'est qu'en 2018, il y a eu, à la suite de l'augmentation, des actions, des concertations avec le secteur des transports pour éviter la répercussion sur les tickets de transport. Je pense que non, pas de façon, pas sur les axes principaux en tout cas. Il n'y a pas eu d'augmentation sur le prix du transport en 2018. Oui, mais il n'y a pas que le transport. Maintenant, le contrôle des prix est une activité permanente, avec ou sans augmentation du prix du carburant. On n'est pas à l'abri d'augmentation de prix. Et donc, c'est une activité permanente pour voir si il n'y a pas de secteur qui dysfonctionne. Mais je scris ça plutôt dans ce cadre. Sinon, justement, l'explication avait été clairement donnée aux transporteurs que quand le prix avait baissé,
il n'y avait pas non plus de baisse de transport et qu'en conséquence, il fallait maintenir le prix en l'état. Nous-mêmes, Sonabi, nous sommes bénéficiaires des activités des transporteurs puisque c'est les transporteurs qui transportent le produit pétrolier que nous vendons. Et le prix du transport pour la Sonabi n'avait pas connu d'évolution. Donc, je pense que ce sujet avait été relativement bien maîtrisé. Oui, M. Kedgan, oui, allez-y. Vous voulez ajouter, allez-y. Je pense qu'on a travaillé avec la Ligue des consommateurs en 2019 sur l'impact de la variation des prix des hydrocarbures sur les prix à la consommation. Nous avons fait ce travail-là ensemble. C'est vrai qu'on avait mis en exergue un peu l'activité de transport, l'impact sur l'activité de transport et toutes les conclusions qui ont été tirées. Vous avez vu, puisqu'on a travaillé même avec des transporteurs. Voilà. En fait, en termes d'impact de la variation des prix... Mais quel a été l'impact que vous avez eu justement? Les impacts, oui, justement, toute cette sortie, en fait, on était tous de commun accord que l'impact tel que parfois certains acteurs du transport, certains, pas tous, certains acteurs du transport essaient de mettre sur leur activité n'est pas proportionnel en tout cas à ce que la variation du prix à la pompe recommande. Et cette étude-là a donné même dans des proportions assez précises ce niveau de variation. Invoquent aussi d'autres facteurs. Oui, naturellement, voilà, tout à fait. Par exemple, qu'avec l'insécurité, le transport ne marchant pas très bien, lorsque vous n'arrivez pas à faire le plein de votre car de transport, forcément, vous jouez sur le prix pour pouvoir tenir. Voilà, sinon, tout à fait. Voilà, exactement, il y a d'autres facteurs qui ne sont pas liés justement à la variation du prix du carburant. Donc, il ne faut pas que le consommateur se dise que, comme il y a la variation de prix à la pompe, forcément, ça aura des impacts sur le transport et voilà, tous les effets qui s'en suivent en réalité. Je pense que ce n'est pas exact de dire que le transport n'a pas augmenté en 2018, ça a augmenté. Nous l'avons vécu. Même les débats que le gouvernement a eu après. Je pense qu'à l'époque, on avait dit que nous aurions aimé que le gouvernement discute en amont. Quand vous êtes dans une logique, vous voyez que le coût du baril monte, ça serait bien déjà de voir les acteurs pour qu'on discute, pour voir comment on trouve une solution par rapport à telle question. Mais si vous attendez, la situation arrive, vous prenez déjà une décision, vous commencez à discuter. Les gens vont venir devant les micros, ils vont vous dire qu'ils sont d'accord, c'est entendu, mais demain matin, ils vont augmenter. C'est ce qui a été fait par beaucoup de transporteurs. Quand ils ont voulu augmenter, ils n'ont pas demandé l'avis de quelqu'un, ils l'ont fait. Alors, donc, si cette question-là, et vous venez de dire que ce n'est pas proportionnel, mais justement, quand vous augmentez sans un débat sérieux, préalable, après, vous n'allez pas pouvoir contrôler sur le terrain. Si vous augmentez les 10 francs et lui, il met 500. Normalement, vous devriez avoir la possibilité de réprimer ceux qui ne sont pas proportionnels. Il faut que quand vous faites sortir votre structure des prix pour dire que vous avez augmenté les 10 francs là, mais en même temps, il faut dire voici les marges. Mais vous ne donnez pas de marges. Donc moi, j'ai fait une activité libérale, mais écoutez, vous avez augmenté les 10 francs. Maintenant, l'autre aspect, ce qui est grave, c'est ce que Zaïda a dit, c'est qu'après, quand on diminue, vous n'avez même pas la possibilité de revoir pour demander à ceux qui avaient augmenté, parce que vous avez augmenté là, de diminuer. Est-ce que c'est comme ça un État sérieux doit fonctionner? C'est ça le vrai problème. Alors, vous voyez, vous avez parlé chaque fois des questions communautaires. Il réagit oui, d'abord. mais je finis sur la question, parce qu'il y a un autre élément qui a beaucoup de fois été... Il réagit d'abord, sinon il y aura beaucoup de choses. Voilà. Oui. Peut-être pour dire que ce que vous avez décrit là, tel que l'État normal doit fonctionner là, mais on est heureux de vous dire que nous fonctionnons comme ça. Et, comme il l'a dit, il y a des services techniques qui sont sur le terrain et qui veillent à ce qu'il n'y ait pas ce genre de fluctuation-là. Voilà. Mais bon, comme le ministère n'est pas là, le ministère même n'est pas là pour vous présenter en fait tout ce qu'il y a comme dispositif. Parce qu'on dit le ministère n'est pas là, on s'est adressé au ministère du Commerce. C'est le ministère du Commerce qui nous a envoyé la Sonabi. Voilà, tout à fait. Donc, on ne peut pas... nous, on a prévu tout ça et on a demandé au ministère de nous envoyer quelqu'un. Le DG est là, il a dit qu'il peut répondre à certaines questions, il ne peut pas répondre à d'autres. Mais nous, en tout cas, on a fait notre part. Mais les techniciens chargés du contrôle des prix, eux, c'est sûr qu'ils ont leur dispositif qu'ils ont mis en œuvre. Nous avons changé les prix. Les prix ont changé en tout cas depuis le 23 mars. Je ne sais pas si actuellement
il y a des gens qui ont constaté déjà qu'il y a des surcoûts, ou en tout cas des surenchères. Il y a peut-être des articles de presse que vous devez lire où les transporteurs disent clairement qu'ils vont forcément répercuter sur les prix de transport. En tout cas, en préparant cette émission, j'en ai rencontré. Voilà. Bon, en fait, pour terminer, puis, en fait, en réalité, c'est que vous avez dit là, vous avez dit qu'il y a un dispositif technique sur le terrain. Et je suis au regret de vous dire que nous, on a une structure partenaire là-bas, une organisation syndicale partenaire qui est dans ce ministère du Commerce là. Mais quand il vous fait le point du nombre total d'agents du ministère, pour faire un travail sérieux, il ne peut même pas couvrir la ville de Ouagadougou. Et le ministre sait ça. Le ministre sait que sur le terrain là, il n'a pas les compétences, il n'a pas les moyens. Peut-être humains. Les moyens, mais pas les voilà, compétences. je vais dire moyens humains. Je vais dire qu'il n'a pas les moyens humains et matériels pour régler cette question-là sur le terrain. Vous avez des régions où vous n'avez pas plus de 2 agents assermentés. Ils ne peuvent pas faire ce contrôle-là sur toute l'étendue. Comment ça s'accorde que l'État a besoin de moyens? Non. Je crois que quand je dis ça, l'État a besoin de moyens, mais ce n'est pas dans les hydrocarbures seulement. Si vous voulez parler de l'État, nous, on peut ouvrir notre débat sur les ressources du pays. Ce soir, on va parler des hydrocarbures. Donc, on revient sur les hydrocarbures. Voilà. L'État, si vous êtes dans un ministère, vous n'avez pas les moyens de votre politique, vous faites la politique de vos moyens. Si vous augmentez le carburant sans chercher à savoir comment ça va se faire la répercussion, et vous n'avez pas d'argent sur le terrain pour vérifier, mais ça veut dire que vous envoyez les consommateurs à l'abattoir. Non, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Monsieur Kaboré, Oui. sur la question du contrôle des prix, il dit clairement qu'il n'y a pas de moyens pour contrôler. Et donc, certainement que sur les axes que vous pouvez contrôler, vous pouvez certainement jouer. Mais bon, à l'intérieur du pays, ça devrait être difficile parce qu'il faut des ressources humaines pour pouvoir savoir ce qui se passe sur place. Et malheureusement, on ne peut pas être partout à la fois. Oui, c'est ce que je disais, que la question du contrôle est une question permanente. Déjà que c'est une activité libéralisée qui n'est pas donc soumise à un tarif fixé, les moyens de contrôle peuvent être limités. Mais on se dit qu'en contrepartie, il y a une concurrence qui s'exerce donc dans ce secteur libéralisé et que donc les transporteurs pourraient, si tous les acteurs jouent franc jeu, devraient pouvoir se contenir. Comme j'ai dit, en tout cas, en 2018, comme maintenant, sur les secteurs de transport officiels, rien n'a changé sur le tarif. Maintenant, je ne pourrais pas vous confirmer que la DINA qui est à l'intérieur de la province de l'autre côté a changé son prix ou pas, et si son changement est lié au changement du prix du carburant. Voilà, c'est aussi ça, parce que bon, il ne faut pas tout mettre aussi sur la hausse du prix du carburant. Parce que jusque-là, on parle de carburant. On a laissé expressément le gaz en deuxième partie parce que forcément, ça évoque d'autres moyens pour se justifier. Alors, le gaz, il y a une augmentation pratiquement de 10%. On va dire 500 francs. Pourquoi une aussi grande augmentation? Oui, monsieur. Merci bien. On commence toujours par vous. Ah, ok, d'accord. Donc, il faut dire que pour le gaz... C'est vous qui avez les différentes structures, donc vous pouvez mieux nous expliquer. Non, il faut dire que pour le gaz, ça répond un peu aux mêmes logiques que pour les hydrocarbures. C'est vrai que politiquement, les variations du prix du gaz avaient été vraiment bloquées depuis près de 8 ans. Mais cette fois-ci, avec l'ampleur en tout cas de ce qu'on constate sur le marché international, il a paru en tout cas nécessaire techniquement de proposer cette réévaluation du prix du gaz. Donc, on a augmenté, il y a eu une augmentation en tout cas de 500 francs sur la bouteille de 12,5 kilos. En fait, c'est que... il semble que c'est pour les riches. Dans le groupe, justement, je saisis l'occasion, peut-être pour m'excuser auprès de tous ceux et celles qui se sont sentis
blessé ou en tout cas heurté par mes propos la dernière fois. Ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu plutôt mettre en exergue le plan que l'administration a mis en place pour faire la subvention du gaz. Il y a 3 groupes de bouteilles. Il y a les bouteilles de 1 à 6 kilos qui sont fortement subventionnées par l'État. C'est ça que j'ai voulu dire la dernière fois. Il y a les bouteilles de plus de 6 kilos à 12,5 kilos qui sont subventionnées par l'État, mais dans une mesure un peu moindre. Et depuis, j'ai la date ici, depuis mars 2020, tout ce qu'il y a comme emballage de plus de 12,5 kilos ne bénéficie pas de subvention. Ça veut dire que cette augmentation de 0 francs pour les emballages de 1 à 6 kilos, de 40 francs pour les emballages de 6 à 12,5 kilos, au niveau des emballages supérieurs, il n'y a même pas de subvention. Ça veut dire que chaque fois que l'on réajuste le prix du carburant, normalement, à ce niveau-là, le prix du gaz change. On leur applique la vérité des prix. Donc il y a eu en fait 2 niveaux de réajustement. Ce qu'on doit comprendre, c'est que sur le marché mondial, le prix a augmenté. L'État a voulu répercuter ce prix-là comme c'est le cas avec, on va dire, le carburant. Partiellement, oui. Voilà. C'est ce qui explique cette augmentation, je répète, de 10%. C'est quand même beaucoup. Oui, c'est probablement beaucoup, mais je pense que comme il l'a rappelé, le prix du gaz est resté stable depuis presque une décennie. En dépit des différentes fluctuations qu'on a constatées sur le marché international, en dépit des fluctuations qu'on a constatées même sur le prix des autres produits, le prix du gaz est resté bloqué sur toute cette période. Il se trouve que c'est un produit aussi qui connaît un essor de consommation qui fait que, d'année en année, les besoins de subventions aussi gonflent. Je pense que c'est vraiment un effort particulier que l'État a consenti sur ce produit sur de longues années. Et je voudrais assurer que les consommateurs peuvent effectivement aussi accepter de contribuer à cet effort-là. C'est toujours difficile, c'est 500 francs de plus dans la poche de chacun de nous, mais ça devient un moment nécessaire d'évoluer parce que on ne pourra pas indéfiniment tenir le prix que nous tenions. Je voulais même rappeler que dans même les pays qui ont moins de contraintes d'importation que nous étaient obligés de vendre déjà le gaz au-dessus du prix pratiqué par le Burkina. À tel point qu'on redoutait même, et certains acteurs nous le disent, on redoutait même la fuite de gaz vers l'extérieur par le fait que le prix d'acquisition était plus bas au Burkina. Pascal Zaïda, cette fois-ci, je commence par vous. Une augmentation de 10%, oui, que vous deviez comprendre parce qu'il y a une nécessité. Il faut dire qu'au niveau de la Ligue des consommateurs, les raisons avancées par l'État ne nous convainquent pas. Et nous avons été catégoriques là-dessus, comme le carburant où on a demandé à ce qu'il n'y ait pas de répercussions sur les prix des autres produits. Mais surtout pour le cas du gaz, nous avons été formels. Il n'est pas question qu'on parle d'une augmentation du gaz. Il n'est pas question parce que les arguments avancés pour nous, ça ne tient pas. Parce que et les raisons également qui ont prévalu, les raisons qui ont prévalu également disons, à la subvention du prix du gaz sont diverses. Vous avez la question de la désertification, vous avez pas mal de phénomènes qui entrent en ligne de compte par rapport à cela. Mais sur le terrain, nous constatons que l'État, à quelque part, ne joue pas frangé, ou du moins ne s'assume pas. Parce que le gaz subventionné qui est destiné à des œuvres utiles sont plutôt déviés pour des œuvres commerciales. Et l'État suit ça, et l'État ne dit rien. Vous avez les taxis qui utilisent le gaz à Ouagakom, à Bobo, et c'est vraiment des milliers de bouteilles par jour. Vous avez les maraîchers-culteurs qui utilisent le gaz pour leur jardinage et autres. Et vous avez également les exploitations artisanales dans les mines qui utilisent le gaz.
nous avons à plusieurs fois interpellé, mais c'est à l'État de s'assumer. Quand on parle de l'étude des gaz, la Sonabi nous fait savoir qu'en tout cas, même une surproduction. La production a doublé, mais sur le terrain, les gens ne trouvent pas de gaz et l'État ne fait rien. Pendant ce temps, le consommateur subit. Parce que bien souvent, le prix donné, on va dire 5 500, mais il y a des moments où vous vous retrouvez avec 7 000. À 7 000 ou à 6 500. Et nous demandons parfois aux consommateurs, lorsqu'ils partent pour payer une bouteille de gaz, ils n'ont qu'à demander un reçu. Du coup, les gens refusent. Mais vous voyez également des gens qui vendent le gaz qui ne sont même pas habilités. Comment est-ce que vous avez fait le tour de la ville? Vous cherchez une bouteille que vous ne trouvez pas. Et la prochaine que vous trouvez, vous demandez un reçu. Et alors, si on vous dit, écoutez, vous pouvez continuer. Vous savez que la Sonabi est là où la structure des prix est là. Ce n'est pas n'importe qui doit vendre le gaz. Voilà. Ce n'est pas n'importe qui doit vendre le gaz. Et les distributeurs sont conscients de ça. Mais malheureusement, vous trouvez le gaz partout. Ce n'est pas normal. Il va vous répondre, ce n'est pas normal. Monsieur Kabore. Donc c'est pour cela que nous avons tout simplement dit que c'est à l'État de s'assurer. Si on augmente par exemple le prix du carburant et qu'en contrepartie, l'État bénéficie énormément d'argent sur ça, il faut mettre les moyens à la disposition des agents pour qu'ils puissent faire le travail. Donc notre position est catégorique là-dessus. J'insiste là-dessus, notre position est catégorique. Et l'augmentation du prix du gaz, nous ne sommes pas d'accord. Et bientôt, nous allons réagir par rapport à ça. Il faut revenir sur les anciens prix. Messieurs... Oui, on ne pourra pas... Parce que le problème, comme je venais de le dire, là, le prix officiel, c'est 5 500. Mais on sait bien que sur le terrain, le produit étant rare, vous faites le tour de la ville, vous arrivez au seul endroit où vous trouvez, vous êtes en train de tourner pendant 2 heures. Le monsieur vous dit, ça fait 7 000. Vous prenez ou vous êtes obligé de prendre. Vous dites de dénoncer, c'est vrai, mais vous avez tellement circulé que vous avez envie enfin de rentrer chez vous parce qu'il y a d'autres occupations qui vous attendent. C'est exact, c'est un phénomène un peu récurrent aux périodes de pointe. On a un peu le sentiment que certains acteurs attendre... Avant de vous laisser poursuivre, je vais rappeler le numéro. Nous sommes à 1 heure de débat, donc il est possible de participer au 25 31 83 53. 25 31 83 53. Le numéro sera fixé tout à l'heure. Voilà, je disais donc il y a des périodes de pointe, il y a des périodes de grande consommation et on a un peu le sentiment que il y a des acteurs qui s'y préparent activement. Comme il l'a dit également, on retrouve sur le marché des acteurs non agréés qui perturbent effectivement le marché. J'ai pu vous dire, en termes de production, ce mois de mars, la production de la Sonabi est tombée d'au moins 22% par rapport au mois de février. Ça voudrait dire que comment on peut alors qu'en novembre elle était augmentée de 30% brutalement par rapport au mois précédent. Donc voilà, c'est un peu toutes ces perturbations sur le marché qui gagneraient à être corrigées et je pense que c'est vraiment une tâche à laquelle il faut convier tous les acteurs, il faut convier tout le monde parce que il va être extrêmement difficile de réussir à rétablir cet ordre-là tout seul. Au niveau de la Sonabi, nous pensons à poursuivre l'effort. On parle de l'État qui a tous les moyens de l'État pour contrôler. Mais quand il le dit, on ne mettra pas. Le gaz se retrouve depuis des années dans. Peut-être on ne va pas dire les taxis dans les véhicules. Oui, l'État ne pourra jamais mettre un contrôleur derrière chaque bouteille. Donc, la contribution de tous les citoyens est nécessaire pour aider à résoudre ces questions parce que même l'utilisation des bouteilles de gaz dans les taxis, il faut encore contrôler individuellement tous les taxis. Je précise qu'on ne va pas stigmatiser les taxis parce qu'il y a même des particuliers aussi. Il y a des particuliers, nous le savons bien, il y a des particuliers qui l'utilisent. C'est un peu le revers du prix parce qu'à l'importation, le gaz n'est pas véritablement moins cher que les carburants qui sont abandonnés. C'est l'effet de la subvention
qui rend ce produit plus attractif pour ce commerce-là. Mais pour je voulais insister quand même sur la disponibilité. Je voulais d'abord insister sur la disponibilité parce que nous avons mis au niveau de la Sonabi, nous avons mis en octobre en exploitation de nouvelles installations qui, nous espérions, aurait permis de couvrir très largement le besoin parce que l'augmentation annuelle est autour de 15%. Comme je l'ai dit, on a connu une hausse de 30% sans pouvoir satisfaire le marché, ce qui était quand même assez important. Nous continuons l'effort d'investissement. Nous sommes en train de réinvestir encore massivement dans les gaz pour améliorer la capacité d'emplissage, pour améliorer le stockage et en espérant également que les distributeurs puissent disposer de plus de bouteilles pour que l'on puisse continuer. Mais vous voyez, je voulais quand même revenir sur l'aspect de la subvention pour dire que tantôt on a mis l'index sur le fait que l'État percevait des taxes et tout ça. Quand vous prenez le cas du gaz, l'État ne perçoit presque pas de taxes sur le gaz. Mais d'où viennent les ressources pour financer le gaz? On pourrait au moins accepter que le secteur pétrolier s'équilibre. Donc, c'est autant de choses qui font que je pense qu'il faut vraiment une analyse très poussée des différents éléments pour arriver à en convenir. Encore une fois, je comprends l'amertume des consommateurs, je la partage, mais encore une fois, je voudrais dire que c'est un effort que nous devons partager pour que le gaz reste disponible et à un coût qui reste quand même accessible parce que nous restons avec nos 5500 parmi les moins chers de notre sous-région. Je crois que j'ai en train de démontrer que le secteur du gaz est un secteur très rentable. Je vous dirais le contraire. Il est en train de nous dire que c'est un secteur rentable. Parce qu'en théorie économique, c'est la théorie de l'offre et de la demande. Alors, maintenant, la Sonabi se bat pour satisfaire la demande. Ça veut dire que la demande est très forte. Il suffit de bien organiser. Maintenant, nous, notre débat sur la question du gaz, ce produit-là, si on regarde seulement son aspect économique, on va rater. Il y a un caractère social. À Ouagadougou, tous les ménages pratiquement utilisent le gaz. Pourquoi? Je prête le mot à Simon Gongo qui dit qu'il y a la question de la lutte contre la désertification. Ça a été une campagne. Nous recevons des financements dans le cadre de la lutte contre... Demandez au ministère de l'Environnement. Dans le cadre de la lutte contre la désertification. Réinvestissez ça dans le gaz. Vous avez des agents qui sont dans les villages en train de réprimer les gens pour lutter contre la coupe abusive du bois et vous êtes en ville, vous augmentez le prix du gaz, ils vont aller couper le bois. C'est aussi logique, non? Donc, c'est pourquoi je dis qu'il y a un caractère social, mais finalement, l'État là-haut, c'est où il intervient. Sa politique, son caractère social là, c'est où il mène ça. S'il ne peut pas donner du gaz au foyer. C'est ça le vrai problème. Quand on parle de subventions, on a l'impression que ça devient carrément extraordinaire. Mais la subvention vient d'où? Ça vient encore des taxes que les gens payent. Bien sûr. C'est ça on prend pour venir subventionner. Et quand on dit que l'État doit prendre les taxes payées par les mêmes Burkinabés pour venir subventionner quelque part, ça devient un problème pour tout le monde. Ah, il faut qu'on réduise la subvention. Non. C'est un produit, ce n'est pas un produit de luxe. C'est vrai que vous êtes excusé, mais quand les gens ont suivi l'élément, on a dit, mais est-ce que ce monsieur-là, il est au Burkina? Voilà. Si vous dites que le 12 kilos, les gens prennent le 12,5 kilos pour ne pas être chaque fois en train d'aller chercher du bouteille de gaz, puisqu'il n'y en a pas. Il prend 12 kilos pour économiser 2 mois pour ne pas aller chercher. Et si vous partez dans les non-lotis, vous allez voir que les gens ont des bouteilles de 12 kilos là-bas. Ils prennent parce qu'ils estiment que c'est plus économique. Mais j'ai suivi un homme politique qui a fait une analyse. Vous dites, mais vous avez augmenté les 12 kilos, vous n'avez pas augmenté les 6 kilos, mais tout le monde va aux 6 kilos. Et puis on va voir. Si je prenais 12 kilos par exemple, économie, vous avez augmenté les 12 kilos, nous tous on va aux 6 kilos. Et quand il n'y aura plus de 6 kilos, vous faites comment? Donc en réalité, il faut repenser la question et dire que l'État, pour une fois, doit jouer son rôle social.
c'est vrai, je ne vais pas revenir au carburant, mais quand j'ai parlé du Super 91, vous avez voulu transposer ça sur le gasoil. Mais vous savez pourquoi je parle du Super 91? Lui, il est de la Ligue des consommateurs. La majorité des Burkinabés utilisent l'essence. Le gasoil, là, ça, c'est les opérateurs économiques. C'est eux qui utilisent le gasoil. Et vous, en tant que le caractère social de l'État, là, il décide justement de mettre l'accent sur les petits... En tout cas, moi, ma moto, là, on ne met pas du gasoil dedans. Mais je sais qu'au Burkina, en termes de ratio, la majorité des Burkinabés sont au moins à moto. Ils ne sont pas dans un véhicule. Parce que pour prendre du gasoil, il faut être déjà dans un véhicule. C'est important que je recadre ça pour dire qu'on a mis les taxes là où les gens ont besoin du produit. Et sur la question du gaz, c'est important. Vous voyez, vous avez fait des démonstrations ici qui étaient importantes, mais le gaz vous rattrape. La taxe sur les produits porteliers, c'est 0 francs. La taxe sur la valeur ajoutée, c'est 0 francs. Et vous dites que c'est des taxes communautaires. Quand on te dit ça, tu te dis que donc ça veut dire que le Burkina ne peut rien faire. Mon voisin a dit que bon, si ces questions-là, comme c'est des taxes communautaires, on peut comprendre. Mais vous voyez qu'au niveau de la CCV, nous, on ne peut pas comprendre. Puisque c'est des taxes qu'on met à partir du Burkina. Ça veut dire qu'au niveau du carburant, on peut regarder. Mais ici, vous voyez qu'il y a le caractère social que l'État doit jouer. Il faut jouer ça jusqu'au bout. Le dernier élément que moi je vais évoquer, c'est le fait, je veux comprendre. Ça, c'est une question pour comprendre. Alors, effectivement, c'est depuis 2008 qu'on est passé, le prix du gaz est passé de 4 000 à 5 000. Alors, 2013. C'est 2013. Oui. C'est depuis 2013. Ah, ok, donc 2008 à depuis 2013, ça c'était. Avril. Ok, 2013. de 2008 à 2013, on était à 4 000, ainsi de suite. Puis il y avait déjà eu une augmentation, on est à 4 000. On est allé, et depuis de 2013 à aujourd'hui, là, d'abord, le problème, quand vous regardez l'allure, c'est qu'au niveau du gaz, là, il n'y a pas de cours international. C'est-à-dire qu'au niveau international, le prix ne baisse pas à un moment donné pour remonter. Ça ne fait qu'effectivement augmenter. Apparemment, c'est ça. Non, je pense que ne simplifions pas les choses. Non, je pose une question simple. Vous avez aujourd'hui une subvention importante sur le gaz. Donc, ce qui change... Quel est le niveau de la subvention? Pour une bouteille de 1 à 6 kilos, le niveau de subvention est de 369 francs par kilo dans cette bouteille. Donc, voilà. Donc le marché international joue et nous le comprenons très bien puisque nous achetons sur ce marché. Il joue. Mais comme il y a la subvention qui fait l'accordéon, parce que l'État décide de relever le niveau de la subvention pour maintenir le prix. Relever le niveau de la subvention ou baisser le niveau de la subvention. Okay. C'est-à-dire que l'État décide de vendre la bouteille de 6 kg à 2000 francs et la différence constitue l'effort de l'État. Voilà, c'est donc, c'est pas que le mécanisme est traversé, c'est qu'il y a un choix de bloquer le prix de la bouteille de 6 kilos. Et je voudrais quand même que la société civile nous aide à aborder ce sujet-là avec beaucoup de sérénité, parce que l'effort qui est consenti par l'État au Burkina Faso sur le gaz est si important qu'on ne peut pas balayer du revers de la main cet important effort-là. Nous allons chercher le produit à la côte. Il dit qu'il le comprend, c'est ce qu'il vient de dire. Nous allons chercher le produit à la côte et tous les pays côtiers vendent la bouteille de gaz plus cher que le Burkina. Il faut déjà transporter le gaz pour venir jusqu'ici. Aussi que le Burkina a besoin de lutter contre la désertification plus que les pays côtiers. Certainement pas plus que le Mali. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un important effort qui est consenti en matière de subvention sur le gaz. Et quand l'État sollicite la contribution du consommateur pour partager un tant soit peu cet effort, je pense que la société civile peut accompagner l'État parce que la société civile comprend aisément que les éléments de coût du gaz ne permettent pas de rendre le gaz à un prix beaucoup plus bas que celui-là. Avant de revenir, on va prendre un téléspectateur qui nous appelle, M. Issaka Balboné. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Vous nous appelez de Tinkodogo. Oui, de Tinkodogo. Voilà, je voulais intervenir juste pour le prix du gaz.
Voilà. Avant l'augmentation des 500 francs à 5 euros, ici, nous, on avait 2 prix du gaz. Voilà. Sur du gaz, nous, on a acheté ça à 6 000 francs et total était à 5 750. Voilà. Actuellement, il y a 500 francs qui sont augmentés. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème encore, le prix a augmenté. Avec nous, on constate que le gaz est chargé à 70%. Voilà. Le gaz n'est pas plein. Ça, je le confirme. Parce que moi, je travaille avec le gaz à 100%. Voilà. Je sais que le gaz n'est pas plein. À chaque fois que vous prenez le gaz, il faut essayer de remuer de gauche et de droite. Vous allez voir que sincèrement, ce n'est pas plein. Et alors qu'on nous dit que c'est un gaz plein de 12,5 kilos. Voilà. Avec nous, on prend le gaz, on voit que ce n'est pas plein. Alors qu'on ne fait qu'augmenter le prix. Eux nous peuvent faire comprendre avec les d'autres pays, ça fait 7 000, 10 000. Non, non. Il ne faut jamais comparer les pays. Non, nous, on parle de nous, on parle de Burkina. Voilà. Ils n'ont pas à le revoir. Si on augmente le prix, ils n'ont pas à le revoir sur la qualité, la quantité. Voilà. Nous, on voit que le gaz n'est pas plein. C'est acharné à moins. D'accord. Merci à M. Balbonnet. Alors, M. Kaboré, comment se fait-il que le gaz n'est pas plein? Non, vigoureusement, je dis que le gaz est plein. Nous exploitons, mais nous exploitons des installations calibrées et nous sommes sous contrôle de tous les corps de contrôle de l'État. Et je peux convier la TNB demain matin à 8 h. On n'aura pas le temps de changer quoi que ce soit sur nos installations pour que tout le monde constate que le gaz sort au bon poids. Et je voudrais même dire que quand vous regardez la quantité de gaz que nous sortons, si nous faisions des économies de 30% sur la bouteille, sur la quantité, ça se saurait parce qu'on n'aurait même pas la place pour les garder. Non, le gaz quitte la Sonabi au bon poids. Ça, je le confirme. Je le confirme et nous n'avons pas encore un contrôle prévu ou inopiné qui a remis en cause la qualité de nos chargements. Nous avons des bascules pondérales qui arrêtent le chargement toutes seules quand la bouteille est bien remplie. Et nous avons des bascules de contrôle pour nous assurer que les bouteilles quittent chez nous bien chargées. Maintenant, s'il y a des circuits parallèles, parce que nous avons aussi entendu parler de ces centres d'emplissage non autorisés qui essaient à partir de bouteilles de refaire des recombinaisons. Nous avons même, j'ai même déjà reçu des photos de chargement par soutirage qui se fait dans la nature. Alors, il peut se trouver des bouteilles qui viennent de circuits parallèles et qui n'ont pas été convenablement chargés. Mais vraiment, je voudrais rassurer les consommateurs que la Sonabi ne met pas sur le marché des bouteilles qui ne sont pas convenablement chargées. Oui, Pascal Zaïda. Le téléspectateur de Tenkoro, c'est partout, nous recevons les plaintes. Que ce soit à Bobo, à Ouagadougou, les gens se plaignent que les bouteilles de gaz ne sont pas bien remplies. Bon, même si, effectivement, comme ce que DG disait, il y a des circuits parallèles, mais c'est à qui la faute? C'est à l'État de s'assumer. C'est l'État qui a les moyens pour contrôler tout cela. C'est comme, je peux donner un exemple où nous avons, depuis Tenkodoro, on a suivi un camion rempli de carburant, fraudé, que nous avons alerté la police de Kopela, la police de Jorobo, mais au final, personne n'a pu intervenir. Ils ont laissé le camion rentrer à Ouagadougou avec le produit frauduleux. Donc si toute la chaîne, l'autorité ne s'assume pas, qu'est-ce que le consommateur peut faire? Il est victime. Frédéric Kéré nous appelle de Dori. Bonsoir. Est-ce que Frédéric... Oui, Frédéric Kéré, bonsoir, on vous écoute. Oui, je voudrais poser une question aux représentants de l'État. Allez-y. Je voudrais savoir, est-ce qu'eux-mêmes, de prime abord, est-ce que l'État a pitié des Burkinabés? Vous donnez avec la main gauche, vous retirez avec la main droite. Quand on prend la misère des populations, est-ce qu'il faille encore d'ajouter des prix sur du gaz quand on sait que ce sont des produits de première nécessité? Aujourd'hui, le gaz, ce n'est plus le luxe, c'est une nécessité. Et donc, on va pitié de la population qui souffre actuellement. Nous souffrons beaucoup. Et ils ont du mal même à défendre même l'augmentation du prix du gaz. Vous prenez des exemples sur l'augmentation à l'étranger, la subvention là-bas, mais la réalité du pays est ça. Le Burkinabé souffre.
En tout cas, chapeau à M. Kataga qui est très concis, précis dans ses explications. Chapeau aussi à M. Zaïra. Merci à vous, M. Kéré. Alors, je ne sais pas comment vous pouvez répondre. Est-ce que finalement l'État donne quelque chose? Je pense que il donne de la main droite, il récupère de la main gauche. Non, je pense que ce n'est pas vraiment une question, c'est une interpellation. Et je pense avoir répondu par avance en expliquant que il y a matière à nous serrer les coudes pour assurer la disponibilité de ce produit de première nécessité, comme lui-même l'a reconnu. Comme les chiffres que j'indiquais tantôt, j'ai dit que non, le Burkina reste quand même le pays qui fait le plus d'efforts en matière de subvention du gaz. Sur la bouteille de 6 kilos, la part payée par l'État reste tout de même supérieure à la part payée par le consommateur. Je pense que c'est un effort qui est louable et que nous ne pouvons pas ignorer. Il est logique, il est légitime que la population demande plus. Il est normal que la population sollicite plus de soutien de l'État, mais je pense aussi qu'il serait normal que aussi bien les populations que la société civile que les autres acteurs de la vie nationale admettent qu'il y a un effort important qui est fait, quand bien même on voudrait continuer de demander plus d'efforts. Monsieur Barnabé Daou nous appelle de Bobo. Bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur Congo. Nous vous écoutons. Voilà, je vais droit au but. Je félicite M. Tcheka pour ses interventions, parce qu'il a posé des questions pertinentes et qui émanent de la plupart des Burkinabés lambda. Vous voyez, le Burkina est champion dans les paraphes des choses, des conventions, quand ça vient en paraphe. Mais je pense qu'il y a un trophée qui est en train de s'ajouter à ce trophée-là. C'est le fait de décider d'une chose et de l'appliquer immédiatement après. Ça, c'est un trophée qui va se joindre à ce premier trophée-là aussi. Je ne sais pas quand est-ce qu'il y a eu augmentation sur le plan mondial de ces prix de carburant et de gaz. Et nous, on nous vient à un moment difficile de surcroît, d'abord sécuritaire et puis sanitaire. Et on nous informe en moins d'une semaine et immédiatement on augmente. Vous voyez, on est passé dans l'art quand même, on est en train d'être maître d'un art mais ce que je demande aux uns et aux autres, aux décideurs là, par exemple, monsieur qui est là, qui parle au nom de la Sonabi, se défend bien. L'autre qui est là, bon, souvent ces interventions, il oublie peut-être qu'il est responsable d'une institution peut-être étatique et qui souvent dans ces interventions... Monsieur Daou, oui. on ne va pas attribuer des notes à chaque intervenant ici en plateau. On a bien compris ce que vous avez dit. J'ai dit, excusez-moi, monsieur Congo. Allez-y. J'ai dit, parce que monsieur José Kenta a posé une question, a posé plusieurs questions qui n'ont véritablement pas eu de réponse par rapport à l'augmentation, à la participation d'abord, la subvention de l'État. Qu'est-ce que l'État subventionne? Le monde. D'abord, nous suivons une émission qui est diffusée en français. On a compris, hein, vous voulez savoir exactement quelle est la participation. Combien de Burkinabés comprennent ce qui se passe actuellement? Oui, soyez précis parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent aussi. Pour pouvoir expliquer à ces gens-là. Monsieur Daou? Oui. Il y a d'autres personnes qui attendent de participer. Okay. Donc, on a compris ce que vous voulez dire. On va vous remercier. Merci beaucoup. Merci à vous.
Voilà. Peut-être une réaction. Il revient sur la question de M. Kedga qui disait qu'est-ce que l'État gagne. Qu'est-ce que l'État fait? Voilà. En fait, en termes de subvention. Qu'est-ce que l'État gagne? Vous avez donné la subvention, mais maintenant, vous ne dites pas les 220 francs que l'État prend sur chaque litre là. Ça fait combien le mois? Puisque vous avez donné la subvention pour le mois de mars, mais vous ne donnez pas ce que l'État gagne dans le mois de mars. Ça permet aux populations de comprendre est-ce qu'eux, ils contribuent. Quand ils payent 1 litre d'essence à la pompe, là, c'est combien ils donnent à l'État, c'est combien ils contribuent pour le fonctionnement de l'État. Mais si vous les chargez pour dire que non, c'est l'État qui subventionne, sinon vous ne pouvez pas payer le produit, l'État subventionne, alors que lui-même, quand il ne peut pas payer, lui aussi subventionne l'État. Il faut qu'on comprenne. Tout à fait. Mais c'est cette marge-là qu'on a demandé. c'est ce calcul-là que vous avez détaillé. Oui. Il a dit qu'il y a une marge qui part, je crois, 10%. Non, ça, c'est la TPP. Ça, c'est la TPP. Ça, c'est un seul volet. Ça, c'est la Quand TPP. vous prenez TVA ou bien droit de douane et tout ça, ça va en fait dans la cagnotte commune en fait. C'est dans le budget de l'État que ça part. Et ça ressort maintenant pour être redistribué. C'est ce qui a été dit aussi. Maintenant, en termes d'efforts, je voulais ajouter un peu, parce qu'il dans son intervention, il disait que il ne sent pas tellement l'effort de l'État au niveau du gaz. Voilà. L'effort de l'État au niveau du gaz, c'est pour, en tout cas 2020, ce qui s'est passé, c'est que chaque mois, l'État mettait près de 3 milliards de francs pour le consommateur en 2020. Ça nous a amené à près de 35 et quelques milliards. Mais ça, c'est pas... On va s'arrêter là ce soir. Pour le Burkina, ça, c'est pas un crime. Oui, c'est bien. L'État même pouvait peut-être même qu'il peut faire mieux. Oui, mais il ne faut pas dramatiser. Tout à fait. Non, c'est pas du tout dramatiser, c'est bien. Au terme de cette émission. Merci. Monsieur Kedga, vous n'avez plus la parole. L'émission est terminée. Monsieur Kedga, Désiré Ouedraogo, vous êtes du comité interministériel de détermination des prix des hydrocarbures à la primature. Merci d'être venu. Merci à Rasmane Kedga de la Coalition nationale de lutte contre la vie chère. Merci à M. Hilaire Kabouré, directeur général de la SONABI. Merci à M. Pascal Zaïda, qui est chargé des plaintes à la Ligue des consommateurs du Burkina Faso. Merci à vous qui nous avez suivis, à toute l'équipe technique dirigée par Yaouma Somé, à l'équipe de rédaction qui m'a aidé à préparer cette émission, Fousseni Kindo, Draman Guéné. Bonne suite de programme sur la RTB.